J'ai trouvé mon ex-mari en train de ramasser des canettes dans la rue pour survivre. Je suis allée vers lui pour comprendre pourquoi il en était arrivé là, et j'ai pleuré en découvrant la vérité. C'était pour me sauver. Roberto. Le nom est sorti de ma bouche presque comme un étouffement, assourdi par le ronronnement de la climatisation de ma berline allemande. J'ai écrasé la pédale de frein, effrayant le conducteur qui me suivait, qui a klaxonné longuement. Mais je ne pouvais pas me soucier de la circulation parisienne, des klaxons ou du feu qui venait de passer au vert. Mes yeux étaient rivés sur le trottoir, sur une silhouette voûtée sous le soleil écrasant de midi. Cet homme, à la barbe grisonnante et hirsute, vêtu d'un t-shirt autrefois blanc mais désormais maculé de terre et de sueur, écrasait une canette en aluminium avec son pied. Le bruit du métal qu'on broie semblait résonner dans mon crâne. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait tout simplement pas être lui. Mon cœur s'est emballé d'une manière que je croyais oublier. J'ai accéléré pour me dégager de l'avenue et je me suis garé à la hâte sur la première place disponible, montant presque sur le trottoir. Mes mains tremblaient en détachant ma ceinture de sécurité. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'étais impeccable. Coiffure parfaite, maquillage léger, tailleur en lin, une femme d'affaires accomplie. Et dehors, à quelques mètres, se trouvait l'homme avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie, fouillant dans un sac poubelle noir à la recherche de restes. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la panique qui me nouait la gorge. « Calme-toi, Marie, ai-je pensé. C'est peut-être juste quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. » Mais quand je suis sortie de la voiture et que j'ai claqué la portière, il a levé la tête au bruit. Nos regards se sont croisés. Ses yeux noisettes, maintenant cernés de rides profondes et d'ombres sombres, étaient inimitables. C'était Roberto, mon ex-mari, l'homme qui portait toujours des chemises parfaitement repassées, qui sentait le parfum boisé, le professeur d'histoire que tous les élèves adoraient. Aujourd'hui, il semblait avoir vieilli de 20 ans en seulement 5 ans. En me voyant, il n'a pas souri. Au contraire, j'ai vu la terreur envahir son visage. Il a saisi son sac de canettes avec précipitation, trébuchant presque sur ses propres pieds, et a tenté de tourner au coin de la rue pour me fuir. « Roberto, attends !» ai-je crié, sans me soucier des passants qui me dévisageaient avec curiosité. J'ai couru, mes talons claquant fort contre le béton brûlant. « Roberto, s'il te plaît, arrête !» J'ai attrapé son bras avant qu'il ne puisse traverser la ruelle. Sa peau était rêche, brûlée par le soleil. Il s'est arrêté mais a gardé la tête basse, comme s'il avait trop honte pour me regarder à nouveau. L'odeur qui émanait de lui était celle de la rue, de la vieille sueur, quelque chose qui m'a noué l'estomac, non pas de dégoût, mais d'une tristesse infinie. « Qu'est-ce que tu fais là, Marie ?» Sa voix était rauque, brisée. « S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu n'as pas besoin de voir ça. »« Comment ça? Laisse-moi partir. » Ma voix tremblait. « Roberto, regarde-toi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? » Il a essayé de se dégager, mais j'ai tenu bon. La culpabilité commençait à me ronger de l'intérieur. Lorsque nous avions divorcé, 5 ans plus tôt, ce n'était pas une séparation amicale, mais ce n'était pas une guerre non plus. Nous nous étions simplement éloignés. Je m'étais remariée, j'avais bâti mon entreprise, j'avais avancé. J'imaginais qu'il enseignait dans un lycée privé, vivant la vie tranquille qu'il avait toujours voulu. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'avais imaginé le retrouver dans cette situation. La vie fait des détours, Marie, c'est tout, a-t-il dit, toujours sans me regarder dans les yeux. Je vais bien. Je me débrouille. Tu te débrouilles? J'ai pointé le sac de canettes sur son dos. Roberto, tu ramasses des déchets dans la rue. Tu étais un professeur respecté. Où habites-tu? Il a hésité, serrant fort la poignée du sac plastique. Il y a un foyer d'hébergement près de la place de la République. Ils servent de la soupe le soir et il y a des matelas. C'est temporaire. J'ai senti une larme couler sur ma joue sans ma permission. Un foyer. Roberto, l'homme qui corrigeait ses copies sur notre table à manger avec tant de soin, qui adorait lire les classiques de la littérature le dimanche matin, dormait maintenant dans un foyer pour sans-abri. Rapidement, j'ai ouvert mon sac à main, pris mon portefeuille et sorti tous les billets que j'avais. C'était de grosses coupures, de l'argent que j'allais utiliser pour un déjeuner d'affaires dans un restaurant étoilé. Tiens, Roberto, prends ça, s'il te plaît. Je lui ai tendu l'argent, désespéré de faire quelque chose. N'importe quoi pour effacer cette image terrible. Partons d'ici. Je t'emmène à l'hôtel. Je t'achète des vêtements. À ma grande surprise,
Il a reculé d'un pas. Il a regardé l'argent dans ma main, puis mes yeux. Il y avait une dignité silencieuse et douloureuse dans sa posture. Il a secoué la tête négativement. « Je ne veux pas de ton argent, Marie. Ne sois pas orgueilleux, ai-je insisté, sentant ma poitrine se serrer. Ce n'est pas de l'aumône. Tu as besoin d'aide. Je ne demande pas l'aumône, a-t-il dit fermement, bien que sa voix fût basse. Je travaille, je ramasse mes canettes, je les vends aux ferrailleurs et j'achète ma nourriture. C'est honnête, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne prendrai pas d'argent de toi. Mais pourquoi? Je pleurais ouvertement sur le trottoir désormais. Pourquoi en es-tu arrivé là? Nous avions une belle vie. Tu as gardé ta part des économies lors du divorce. Tu avais ton salaire. Qu'as-tu fait, Roberto? Tu as joué. Tu as bu? Où est passé tout ça? Il a détourné le regard vers l'horizon, où des voitures de luxe passaient, indifférentes à notre conversation. Un soupir lourd s'est échappé de ses lèvres, un son qui semblait porter le poids du monde. J'ai fait ce qu'il fallait faire, a-t-il murmuré énigmatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé en essuyant mes larmes du revers de la main. Personne ne vit dans la rue parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Tu as perdu ton emploi? Disons que mon casier n'est plus vierge. Il a laissé échapper un rire triste, sans aucune joie. L'éducation nationale n'engage pas de professeurs avec le genre de problème que je me suis créé. Je suis resté paralysé. Des problèmes? Quel genre de problème Roberto aurait-il pu avoir? C'était l'homme le plus droit que je connaisse. Il ne payait jamais une facture en retard, ne grillait jamais un feu rouge. L'idée qu'il ait fait quelque chose entachant sa réputation professionnelle, au point de ne plus pouvoir enseigner, semblait absurde. Roberto, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas expliqué, ai-je dit, décidé. Ma voiture est juste là. Monte avec moi. Allons discuter dans un endroit climatisé, boire de l'eau. Tu as l'air déshydraté. S'il te plaît. Pour le bon vieux temps. Il a regardé ma voiture brillante, puis ses propres vêtements sales. Je vais salir tes sièges en cuir, Marie. Ton nouveau mari ne va pas aimer ça. La mention de mon mari actuel m'a fait l'effet d'un coup de poing, mais j'ai ignoré. La voiture est à moi. Le mari, c'est mon problème. Monte dans la voiture, Roberto. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Une dette envers l'État? Cela n'avait aucun sens. Roberto avait une peur bleue de devoir un centime. Il gardait tous ses tickets de caisse pendant 5 ans. J'ai décidé que je ne pourrais pas dormir sans comprendre. Je suis montée au grenier, où je gardais de vieux cartons de mon déménagement. J'ai fouillé dans la poussière et les toiles d'araignée jusqu'à trouver le dossier bleu, les documents du divorce. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à lire chaque ligne de cet accord que j'avais signé à la hâte à l'époque, voulant juste me débarrasser de la douleur de la séparation. Et c'était là. Dans la clause de partage des biens et devoirs, il y avait un paragraphe que j'avais ignoré dans ma naïveté et ma précipitation. L'époux, Roberto, assume volontairement et intégralement toute responsabilité fiscale, tributaire et civile, concernant la période de 2018 à 2020, exonérant l'épouse, Marie, de toute charge. J'ai relu ça 3 fois. Pourquoi insisterait-il pour inclure une clause aussi spécifique sur des dettes fiscales alors que nous étions de simples salariés avec des impôts prélevés à la source? Que s'était-il passé entre 2018 et 2020? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé un avocat fiscaliste, une connaissance de ma nouvelle vie d'entrepreneuse. Maître Paul, j'ai besoin que vous enquêtiez sur la vie fiscale de mon ex-mari. Je paierai ce qu'il faut. J'ai besoin de savoir ce qu'il doit et à qui. 2 jours ont passé. Ce furent les jours les plus longs de ma vie. Je n'arrivais pas à manger. Je ne pensais qu'à Roberto dormant dans ce foyer, ramassant des canettes, pendant que je dormais dans mon lit king size. L'image de lui refusant mon argent avec tant de dignité ne me quittait pas. Quand le téléphone a sonné, j'ai décroché à la première sonnerie. « Marie, j'ai le rapport », a dit l'avocat d'une voix grave et sérieuse. C'est pire que ce qu'on imaginait. La situation de Roberto est catastrophique. Qu'est-ce qu'il a fait? Ai-je demandé en retenant mon souffle. Le jeu? Des usuriers? Non, a répondu Maître Paul. Roberto a une dette fiscale exécutée de près d'1 million d'euros. Il est fiché à la Banque de France, interdit bancaire, ses comptes sont saisis, ses biens ont été vendus aux enchères. Il a tout perdu pour payer des amendes et des avocats. 1 million? Ai-je crié, effrayé. Comment un professeur peut-il accumuler une dette d'1 million? C'est impossible. C'est là que ça devient étrange. Marie,
a continué l'avocat. En analysant le dossier, cette dette provient d'une société écran qui a brassé beaucoup d'argent et a pratiqué une évasion fiscale massive. Le nom de Roberto n'apparaît pas comme associé de cette entreprise, mais pour une raison quelconque, il a assumé la responsabilité légale en tant que gérant de fait ou garant. Mais il y a un détail qui ne colle pas. Quel détail? Les documents originaux de la fraude, la signature électronique qui a ouvert l'entreprise et effectué les mouvements illégaux. Dans les registres, il apparaît que les opérations ont été effectuées en utilisant le numéro fiscal et l'identité d'une femme. Mais dans le procès final, Roberto apparaît en confessant la dette et en assumant la faute pour clore l'enquête contre cette tierce personne. Une femme. J'ai senti mon estomac se retourner. Avait-il une maîtresse? A-t-il détruit sa vie pour une autre femme? Qui est cette femme? Maître? L'avocat a hésité une seconde. Les registres sont complexes, Marie, mais la trace numérique mène à des documents familiaux. Cela ressemble à quelqu'un de très proche de vous. Ce que je peux affirmer, c'est que Roberto s'est jeté sous un train juridique pour sauver quelqu'un. Il n'a pas commis le crime, mais il en a payé le prix. Et il l'a payé de sa propre vie. J'ai raccroché le téléphone et je me suis appuyé contre le mur, glissant jusqu'au sol. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière terrifiante. 2018 à 2020. C'était l'époque où mon père, qui avait toujours eu des affaires obscures et me demandait constamment mes papiers pour régler des formalités administratives, ouvrait et fermait des entreprises étranges. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas possible. Roberto n'aurait pas fait ça. Il ne se serait pas détruit pour sauver quelqu'un lié à moi, ou moi-même. J'ai pris les clés de la voiture. Je n'irai pas travailler aujourd'hui. J'allais chez mon père et j'allais découvrir la vérité, même si je devais retourner sa maison. J'ai garé la voiture devant chez mon père avec tant de force que les pneus ont crissé sur l'asphalte. Mes mains étaient moites sur le volant. Je ressentais un mélange de colère, de peur et un espoir désespéré d'avoir tort. Mon père, un homme âgé maintenant, avait toujours été mon héros, malgré ses défauts. L'idée qu'il puisse être impliqué dans le malheur de Roberto ressemblait à un cauchemar dont je voulais me réveiller. Je suis entrée dans la maison sans frapper. Il était dans le salon, assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal avec ses lunettes sur le bout du nez. Son image paisible contrastait violemment avec celle de Roberto sale et affamé dans la rue. « Marie ?» Il a sursauté en me voyant. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il est arrivé quelque chose? Tu es toute pâle. » Je n'avais pas de temps pour les politesses. J'ai jeté le dossier contenant les copies des documents que l'avocat m'avait envoyés sur la table basse. Le bruit l'a fait bondir. « Papa, je veux que tu regardes ça et que tu me dises la vérité. » Ma voix tremblait, mais elle était ferme. « Qu'est-ce que tu as fait entre 2018 et 2020 en utilisant mon identité? » Son visage a perdu ses couleurs instantanément. Il a regardé les papiers, mais n'a pas eu besoin de lire pour savoir de quoi il s'agissait. Il a retiré ses lunettes lentement, les mains tremblant légèrement. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. J'avais besoin de régler des problèmes. Ma fille, a-t-il commencé en bégayant. Mes affaires allaient mal. J'étais fiché partout. Je ne pouvais obtenir de crédit nulle part. Et c'est pour ça que tu as utilisé mon nom? Ai-je crié, sentant les larmes brûler mes yeux. Tu as ouvert une société écran à mon nom? Tu as fraudé le fisc? Créé une dette millionnaire sur mon dos sans que je le sache? Il a baissé la tête, incapable de me regarder. C'était censé être temporaire, Marie. J'allais tout payer dès que l'affaire décollerait. Je le jure. Mais les choses ont échappé à mon contrôle. Le contrôle fiscal est arrivé très vite. Je n'ai pas eu le temps. J'ai senti mes jambes fléchir. Alors c'était vrai. Mon propre père avait commis un crime en utilisant mon identité. Mais il manquait encore une pièce. La plus importante. Et où entre Roberto là-dedans? Papa? Ai-je demandé, imaginant déjà la réponse, mais ayant besoin de l'entendre de sa bouche. Pourquoi son nom est-il sur les procès comme responsable? Pourquoi est-ce lui qui paie cette dette? Mon père a soupiré profondément, semblant s'enfoncer dans son fauteuil. Roberto a tout découvert. Il organisait vos papiers pour la déclaration de revenus cette année-là et a vu les mouvements étranges. Il est venu me confronter. Il était furieux. Marie. Je n'avais jamais vu Roberto comme ça. Il a dit qu'il allait me dénoncer. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ai-je demandé. Parce que je lui ai expliqué ce qui t'arriverait, a avoué mon père la voix brisée. Sur le papier, l'entreprise était à toi, la signature était la tienne, même si elle était falsifiée.
Si la police enquêtait, tu aurais été arrêté pour fraude et évasion fiscale. Ta carrière d'enseignante, ta réputation, tout aurait été détruit. Tu serais allée en prison, ma fille. Le monde a tourné autour de moi. J'ai dû m'appuyer sur le canapé pour ne pas tomber. Alors, il a assumé la faute? Il a fait plus que ça, a dit mon père en commençant à pleurer. Roberto a dit qu'il ne laisserait rien t'arriver. Il est allé voir les avocats, il est allé au fisc. Il a déclaré qu'il avait utilisé tes données, qu'il était le cerveau de tout, que tu étais innocente et ne savais rien. Il a négocié toute la dette à son nom en échange du nettoyage de ton dossier. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Je sanglotais, ressentant une douleur physique dans la poitrine. Il a pris une dette d'1 million pour moi? Il a tout vendu, a continué mon père. L'argent de sa part de l'appartement, la voiture, ses économies, tout est parti pour payer les amendes, les avocats et tenter de réduire la dette principale. Mais ce n'était pas seulement l'argent, Marie. Le casier judiciaire. Ça a fini sa carrière. Aucune école n'embauche un professeur condamné pour fraude. Il savait qu'il jetait sa vie à la poubelle au moment où il a signé ses aveux. Et il ne m'a jamais rien dit, ai-je murmuré, me souvenant de la froideur avec laquelle il avait agi pendant le divorce, comment il s'était éloigné sans explication. Il m'a fait jurer de ne jamais te le dire, a dit mon père. Il a dit que si tu savais, tu n'accepterais pas. Tu aurais voulu assumer la faute pour me protéger ou par justice. Et il a dit aussi. Mon père a hésité. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, parle. Il a dit qu'il ne voulait pas que tu détestes ton propre père. Il savait que si tu découvrais que je t'avais fait ça, notre relation serait finie pour toujours. Alors il a préféré passer pour l'irresponsable, le rater, et te laisser vivre ta vie en paix, avec ta famille et ta carrière intacte. J'ai regardé mon père avec un mélange de pitié et d'horreur. Voilà l'homme qui m'avait élevé, sauvé par la générosité d'un homme qui dormait maintenant dans la rue. Roberto n'avait pas seulement sauvé ma liberté, il avait sauvé mon cœur d'être brisé par la trahison de mon père. Il avait porté le poids du crime, de la honte et de la pauvreté seul, en silence, pendant que je vivais dans le luxe, le jugeant pour s'être perdu dans la vie. Je me suis souvenu de l'image de Roberto à la brasserie, refusant mon argent, disant que c'était honnête. Maintenant je comprenais. Il avait tout perdu, sauf sa dignité et son honneur. Cet homme qui ramassait des canettes était en réalité l'être humain le plus noble que j'ai jamais connu. Tu l'as laissé finir à la rue, papa? Ai-je dit d'une voix faible. Tu savais qu'il était à la rue? Je ne savais pas que c'était arrivé à ce point-là, a-t-il tenté de se justifier. Je pensais qu'il avait déménagé en province. Je ne pouvais plus rien entendre. La nausée m'a envahi. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte. Marie, attends. Où vas-tu? A appelé mon père. Je vais faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps, ai-je répondu sans me retourner. Je vais réparer l'erreur que tu as commise et honorer l'homme qui a donné sa vie pour moi. Je suis sortie de cette maison en sentant qu'une partie de moi était morte, mais une autre venait de s'éveiller. Je n'étais plus la même femme. Maintenant je connaissais la vérité, et la vérité faisait mal comme une plaie ouverte. Mais j'avais une mission. Je ne pouvais pas changer le passé, mais j'allais changer l'avenir de Roberto, même si c'était la dernière chose que je faisais de ma vie. Je suis montée dans la voiture, j'ai essuyé mes larmes et j'ai démarré le moteur. Je n'allais pas rentrer chez moi. Je n'allais pas au travail. Je retournais sur cette place. J'allais sortir Roberto de la rue aujourd'hui même. J'ai quitté la maison de mon père avec ma décision prise, mais j'ai dû passer chez moi avant. Je devais clore un chapitre de ma vie qui n'avait plus aucun sens. En entrant dans le salon, j'ai trouvé mon mari actuel, Carlos, au téléphone, en train de rire. Dès qu'il m'a vu, il a raccroché et m'a regardé avec un sourire méprisant. « Enfin, Mère Teresa est de retour », a-t-il dit d'un ton moqueur. « Alors, tu as donné une petite pièce à ton ex-mari clochard ?» Je racontais ça à un ami. C'est pathétique de voir comment quelqu'un peut tomber si bas. C'est un manque d'ambition, Marie. Les gens comme ça méritent d'être où ils sont. Ces mots ont été la goutte d'eau. J'ai regardé Carlos et, pour la première fois, j'ai vu qui il était vraiment. Un homme vide, attaché aux apparences, incapable de comprendre ce qu'était le sacrifice ou l'amour véritable. « Sors de ma maison », ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. « Quoi ?» Il a ri, pensant que c'était une blague. J'ai dit « Sors, c'est fini, Carlos. »
Je ne peux pas vivre une minute de plus aux côtés d'un homme qui se moque du malheur d'autrui, surtout quand ce malheur a été causé par un acte d'héroïsme que tu n'aurais jamais le courage de faire. Il a tenté de discuter, mais ma froideur l'a effrayé. Pendant qu'il faisait ses valises en grommelant, je n'ai rien ressenti d'autre que du soulagement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque. J'avais des investissements, j'avais des bijoux, j'avais cette voiture importée dans le garage. Tout cela semblait futile maintenant. Le soir même, je suis retournée sur la place. Il faisait déjà nuit et froid. J'ai trouvé Roberto assis sur un banc en béton, recroquevillé sous une couverture fine et sale. « Marie !» Il s'est levé rapidement, effrayé. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est dangereux. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste serré dans mes bras. Je l'ai serré fort, sans me soucier de l'odeur, de la saleté ou des regards des passants. J'ai senti son corps se raidir au début, puis il s'est effondré, pleurant sur mon épaule. « Je sais tout, Roberto !» ai-je chuchoté à son oreille. « Je suis allée chez mon père. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu t'es détruit pour me sauver. » Il s'est écarté, me regardant avec panique. Il n'aurait pas dû te raconter. « Marie, je l'ai fait parce que je le voulais. Tu ne me dois rien. Je te dois ma vie, » ai-je répondu en tenant son visage entre mes mains. « Tu m'as protégé de la honte, de la prison, de la ruine. Tu as porté un fardeau qui n'était pas le tien par amour. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne passeras pas une nuit de plus sur cette place. » Il a tenté de résister, disant qu'il ne voulait pas de charité, qu'il se débrouillerait seul. Ce n'est pas de la charité, Roberto. C'est de la justice. C'est une restitution. Tu as pris soin de moi quand je ne savais même pas que j'avais besoin d'être protégée. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. Je l'ai emmené à l'hôtel ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, il a pris un bain chaud et a dormi dans un lit propre. Dans les jours qui ont suivi, ma vie est devenue un tourbillon, mais un tourbillon avec un but. J'ai mis ma voiture de luxe en vente. J'ai vendu des bijoux coûteux que j'avais reçus et que je ne portais pas. Avec l'argent, je suis allé directement au cabinet de Maître Paul. « Maître, je veux solder les dettes restantes de Roberto. Toutes. Et je veux que vous déposiez une demande de révision auprès du rectorat. Mon père va signer une déclaration assumant la responsabilité morale de la fraude. Roberto a payé la dette, mais la faute n'était pas la sienne. Nous allons blanchir le nom de cet homme. » Ce fut une bataille. Mon père, honteux et sous ma pression, a accepté de signer les documents attestant l'innocence technique de Roberto, en échange du fait que je ne le dénonce pas pénalement maintenant, puisque la dette était en cours de règlement. C'était l'accord final pour clore le cycle des mensonges. Pendant que la bureaucratie suivait son cours, j'ai pris soin de Roberto. J'ai payé des médecins pour traiter la toux chronique qu'il avait contractée dans la rue et des dentistes pour récupérer le sourire qu'il cachait. Chaque jour, je voyais l'homme que j'avais aimé refaire surface. Sa posture droite revenait. La lueur intelligente dans ses yeux réapparaissait. 3 mois plus tard, le soleil entrait par la fenêtre d'un café agréable au centre-ville. J'étais nerveuse, jouant avec la petite cuillère de mon café. La porte s'est ouverte et Roberto est entré. Il était méconnaissable, ou plutôt, il était parfaitement reconnaissable comme l'homme qu'il avait toujours été. Il portait une chemise simple mais bien repassée, un pantalon chino et des chaussures propres. Il a souri en me voyant et a marché vers la table avec confiance. « Devine quoi ?» a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Le rectorat a accepté ma réintégration. Je commence lundi. Des classes d'histoire au lycée. » Mes yeux se sont remplis de larmes. « Roberto, c'est merveilleux. Tout ça grâce à toi, Marie. » L'avocat m'a appelé. Mon nom est blanchi. Mon dossier professionnel est restauré. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Tu m'as rendu ma vie. »« Non » ai-je corrigé en serrant sa main. « Tu as sauvé la mienne en premier. Je n'ai fait que te rendre l'appareil. » Nous sommes quittes. Nous sommes restés silencieux un moment, nous regardant simplement. Il y avait tant d'amour là, mais un amour différent. Ce n'était plus cet amour immature du passé, ni la passion aveugle. C'était un amour forgé dans le feu du sacrifice et de la gratitude, un respect profond que peu de gens parviennent à connaître. « Et maintenant ?» a-t-il demandé doucement. « Où en sommes-nous dans cette histoire ?» J'ai souri, sentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais seule, divorcée de mon deuxième mari, vivant dans un appartement plus petit, avec une voiture plus simple, mais je ne m'étais jamais sentie aussi riche. « Maintenant » ai-je répondu en prenant une gorgée de mon café. « Maintenant, nous buvons ce café.
Demain, qui sait, un dîner. Allons-y doucement. Nous avons beaucoup de temps pour reconstruire ce qui a été brisé. L'important, c'est que le pire est passé. Roberto a souri en retour. Ce sourire doux qui m'avait toujours apaisé. Oui, le pire est passé. Nous sommes sortis du café ensemble, marchant côte à côte sur le trottoir, non pas comme une chef d'entreprise et un ancien SDF, mais comme deux survivants qui ont appris à la dure que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle a dans ses poches, mais dans ce qu'elle est capable de sacrifier par amour. Et je savais, alors que nous marchions sous le soleil de l'après-midi, que ce n'était que le début d'une nouvelle et belle histoire. Si vous avez aimé ce récit, bienvenue sur les liens du passé.